Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Monde en question. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le professeur Samuel Tanner, associé avec la Faculté des Arts et des Sciences et de l'École de criminologie. Ses travaux portent sur le rôle des plateformes numériques dans les mouvements sociaux, l'action politique et l'extrémisme violent. Il s'intéresse d'une part à l'usage du numérique par la mouvance d'extrême droite, culture, communication, médias, métapolitique et plus particulièrement à la réception de ce discours par les acteurs. Son axe de recherche actuel porte sur la production, l'amplification et la diffusion des discours masculinistes manosphères dans l'espace public, là aussi en lien avec les plateformes numériques. Il a un intérêt particulier pour le rôle de la culture populaire, pop culture, et la manière dont elle est instrumentalisée pour adoucir, banaliser et normaliser les discours discriminatoires, misogynes et sexistes. Donc, bienvenue au podcast. Bonjour, merci. Au cours des dernières années, la manosphère est apparue comme un ensemble de communautés généralement en ligne, globalement réunies par leur intérêt commun pour la masculinité, dispersées à travers le web au sein d'un réseau interconnecté de plateformes sociales, subreddits, blogs, chaînes YouTube, etc. On y voit apparaître une promotion de la masculinité valorisant la force, la compétition et la discipline, tout en dévalorisant l'image de la femme. Comment expliquez-vous les fondements de ce mouvement, le masculinisme, et peut-on en identifier l'élément déclencheur? Alors, le masculinisme, c'est un phénomène qui ne date pas de l'apparition des réseaux sociaux, bien entendu, qui n'est pas propre à notre contemporanéité, mais qui se définit, si vous voulez, comme une forme ou la forme la plus virulente, en fait, d'un antiféminisme. Qui repose sur un discours, premièrement, essentiellement victimaire des hommes. Donc les hommes seraient victimes, si on veut, de l'avancement du féminisme, de l'avancement de la condition féminine, qu'ils perçoivent comme étant au détriment de leurs propres intérêts. Le deuxième élément qui est fondamental au masculinisme, en fait, c'est un discours diffamatoire. C'est un ensemble de discours, de pratiques hostile à l'égard des femmes et à l'égard, on va dire, des genres qui ne sont pas masculins. Donc le masculinisme est un courant très spécifique, c'est un mouvement social pour certains. C'est un mouvement qui est structuré, qui dispose de bases politiques, économiques, culturelles, et qui, comme je l'évoquais, en fait, est effectivement la forme la plus virulente de l'antiféminisme, qui se nourrit de sexisme et de misogynie aussi. Que pensez-vous en tant que chercheur d'étudier ce phénomène? Parce que souvent, on voit beaucoup de chercheurs féminines étudier le sujet des chercheurs masculins. C'est un peu plus rare. Donc, qu'en pensez-vous en tant qu'homme d'étudier ce sujet? Mhm. C'est une bonne question. Je dirais que j'y ai pas pensé en ces termes-là. Je pense que la raison par laquelle moi je suis arrivé à l'étude du masculinisme, en fait, c'est une raison un peu accidentelle. À la base, je travaille sur les discours extrémistes. À la base, je travaille sur les discours qui ont un potentiel de perturbation de nos démocraties importante. Vous l'avez évoqué. J'ai travaillé sur les questions d'extrême droite. Et le chemin par lequel je suis arrivé à l'étude du masculinisme est tout à fait accidentel avec François Gillardin, qui est étudiant en doctorat à l'École de criminologie, avec qui je travaille sur ces questions-là. Nous avions réalisé que sur nos fils TikTok, Instagram, de plus en plus de vidéos qui, apparemment très anodines, un peu mièvres, un peu naïves, mettaient pourtant en scène des configurations, des relations hommes-femmes qui, sur le fond, étaient assez problématiques, qui évoquaient, par exemple, le désintérêt, le rejet, l'humiliation, voire un certain appel à la haine. Et nous, comme hommes, en fait, ça nous a interpellés, puisque, bien entendu, c'est clairement pas le rapport que nous souhaitons
entretenir avec les femmes, bien entendu. Et c'est vrai que comme gars, on s'est aussi posé la question de ça, comment peut-on en venir à voilà, promouvoir, à consommer ce type de contenu, quel impact ça peut avoir en fait sur les garçons. Donc c'est vrai, parfois on nous reproche d'être des hommes qui travaillons sur cette question-là. Parfois on nous dit bah, c'est très bien que ce soit justement des gars en fait qui s'intéressent à ces questions. Donc je dirais qu'on n'a pas un avis tranché là-dessus. Nous, avant tout, on est chercheurs et on travaille sur un objet qui nous interpelle comme chercheurs, mais aussi comme citoyens et comme pères, par exemple aussi. Ouais. Effectivement, on constate aujourd'hui l'utilisation, on pourrait même dire l'instrumentalisation des plateformes pour diffuser la haine et certaines idéologies extrêmes. On a pu constater que malheureusement, il y a eu des processus qui ont mené à la radicalisation et à des événements violents qui ont été, comme je l'ai dit, diffusés sur les plateformes en ligne. Aujourd'hui, la manosphère et le masculinisme semblent se décliner en plusieurs mouvements toxiques. On peut voir apparaître des concepts comme alpha, bêta, incel ou encore sigma, qui semblent complexifier l'association traditionnelle entre le pouvoir, la domination, la masculinité hégémonique et le numérique. Comment est-ce qu'on peut expliquer la déclinaison entre ces mouvements et pourquoi observe-t-on une volonté de distinction entre eux? Mhm. C'est une excellente question à laquelle il faut faire attention quand on y répond, parce que vous avez évoqué toute une série de mots, par exemple sigma, alpha, etc., qui sont des signifiants, on va dire, qui à un moment donné étaient connectés à une réalité. Mais ces signifiants-là évoluent énormément. Nous avions travaillé sur le mâle sigma, on pourra y revenir tout à l'heure. Par exemple, dans les cours d'école, sigma, c'est tellement décembre 2025, là, au moment où on enregistre cette émission-là, donc ça fait à peine quelques mois. Donc voilà, cela étant, ce qui nous intéresse, nous, c'est la réalité à laquelle renvoient ces concepts. Donc, il est important dans la recherche d'établir des typologies, d'essayer de circonscrire des phénomènes qui semblent différer les uns des autres. Puis effectivement, dans la manosphère, il y a plusieurs types de discours, des discours particulièrement radicaux et violents. Vous avez évoqué la question des incels, par exemple, donc de ces célibataires involontaires qui font porter la responsabilité de leur célibat sur le choix des femmes, précisément de ne pas les choisir, en fait, selon toute une série de concepts très essentialistes où, par exemple, 80% des femmes ne choisiraient que 20% des hommes. Enfin, voilà, on pourra revenir sur ces notions-là plus tard. Cela étant, au sein de la manosphère, tous les discours ou toutes les pratiques ne revendiquent pas la violence radicale comme le font les incels. Et il est important de tenir compte de certaines nuances aussi, de certaines pratiques. Par exemple, ce qu'on appelle les men going their own way, les MGTOW, sont une famille au sein de cette mouvance d'hommes qui, comme leur nom l'indique, cherchent à vivre leur vie en dehors de tout contact avec les femmes. C'est un discours exclusiviste et excluant par la même occasion, mais qui ne prône pas forcément une violence au même titre que les incels. Donc là, il y a un élément qui est important. Cela étant, la manosphère, il faut aussi se rendre compte que c'est un discours profondément masculiniste, donc tout ça les relie. C'est un discours qui est essentiellement basé sur des conceptions dites essentialistes, donc très biologisantes. Les êtres sont nés en fonction d'une biologie qui les contraint à vivre les conditions de cette biologie, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, auxquels des rôles sont associés. Donc il y a un ensemble d'éléments qui relient ces différents groupes, par exemple. Mais ce qui nous a frappé plus récemment dans nos travaux, c'est qu'on voit que ces discours masculinistes sont en train, si vous voulez, de s'extraire de leurs porteurs qui étaient jusqu'ici exclusivement des hommes. Avec, par exemple, l'arrivée du discours de Tradwives, l'arrivée de ce qu'on nomme généralement la dark romance. Alors, la dark romance, c'est cette littérature un peu
porn soft, si je peux me permettre l'expression, un peu genre les 50 nuances de Grey, qui vient mettre de la romance en fait sur des relations intimes qui, elles, sont teintées de contraintes en fait, et de violence et de contrôle. Donc il renvoie à une masculinité hégémonique. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces discours-là sont de plus en plus appropriés par des femmes, mais aussi par des groupes qui n'étaient pas représentés dans la manosphère jusqu'à maintenant, qui étaient essentiellement l'homme blanc, en fait. On voit, il y a la Black Cell, par exemple, qui est la manosphère, pas la manosphère, l'équivalent des incels pour la communauté afro-descendante. Il y a, par exemple, le mouvement des Pick Me Girls, en fait, qui est un mouvement qui va au même titre que les coachs en séduction pour les gars, en fait, sont des coachs femmes en séduction qui se destinent aux femmes pour justement leur dire qu'est-ce qu'un vrai homme alpha attend d'une femme, et moi je vais vous l'apprendre pour que vous ayez une vie épanouie en tant que femme de mâle alpha, par exemple. Donc vous voyez, il y a une évolution en fait qui s'opère. Et effectivement, si on a besoin de mettre des noms sur des phénomènes, des réalités, celles-ci évoluent énormément déjà. Et deuxièmement, il y a un autre élément important qui est la grande porosité entre ces mouvements-là. C'est pas parce que vous êtes incel que vous n'êtes pas men going their own way. Il y a des porosités, il y a des circulations de discours d'une famille à l'autre. Puis, que pensez-vous des discours qui sont en train d'émerger pour répondre aux influenceurs tradwife? Par exemple, le film de Anna Hathaway, Yesteryear, qui va être produit et dans lequel elle va jouer une tradwife qui est renvoyée dans le passé puis qui doit vraiment vivre la vie vraiment qui est l'inspiration derrière le mouvement des tradwives. Alors, je ne peux pas me prononcer sur les intentions de ce film ou de la production. Ne l'ayant pas vu, c'est difficile de commenter. Cela étant, ce que ça m'évoque, c'est un élément que vous aviez mentionné en introduction sur la question de la pop culture, en fait. C'est-à-dire de la manière dont ces concepts, la manière dont ces dynamiques, en fait, s'enrobent d'un discours qui est très populaire auprès d'un certain public, le public cible. Par exemple, pour le discours masculiniste, on s'est rendu compte en étudiant la mouvance Sigma, en fait, Sigma qui, pour le définir très brièvement, est une communication toxique qui a pour objectif de faire croire aux garçons qu'en suivant les préceptes de cette communication, ils vont devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, on va commencer par la discipline, le sport, la nourriture, les vêtements, etc., la crypto-monnaie, l'argent. Puis très rapidement, en fait, ces discours vont glisser vers des discours antiféministes et diffamatoires. En fait. Donc là, il y a un problème. Mais si je reviens à la question des tradwives et des sigma, ce dont on se rend compte, par exemple, c'est que ces discours-là s'enrobent d'une culture populaire. Tout le langage des jeux, en fait, du gaming, le langage des séries, le langage de la musique et l'enrobage de la musique. On l'a étudié, ça aussi. On voit, par exemple, que Sigma va s'habiller d'un style très particulier mais populaire qui s'appelle le funk music, donc P-H-O-N-K, en fait, qui est une musique assez sombre, assez enfermante comme ça, mais qui, à la base, n'a rien à voir avec le discours Sigma. Donc je pense que le problème, c'est que ces références culturelles, l'utilisation de ces produits de la culture pop vient adoucir, alors je ne dis pas que c'est le cas du film, on est bien d'accord là-dessus, mais peuvent être utilisés pour adoucir un discours qui sur le fond est très problématique et qui va aussi dans une certaine mesure abaisser le seuil d'acceptabilité pour beaucoup, par exemple, de garçons, ça on l'a vu. À la base, je veux dire, on est dans des proportions extrêmement infimes d'hommes qui souhaitent causer du tort aux femmes. Sauf que à force de consommer, par exemple, des petites vidéos où on le voit, par exemple, un garçon arrive, il y a 3 filles assises sur un banc, il a une fleur, il tend la fleur à une des filles qui est tout émue, mais en fait, on comprend qu'il se baisse, il rattache son lacet, il reprend la fleur, puis il part. Donc, qui évoque un peu l'idée d'humiliation. On touche à des enjeux qui évoquent l'humour, de haha, a priori, ça fait rire, en tout cas sur la forme, mais sur le fond, le message est problématique. Donc ça, c'est l'enjeu de la pop culture. C'est-à-dire qu'on va venir
travestir en fait un concept fondamental en jouant sur l'humour, et donc là on va abaisser le seuil d'acceptabilité. C'est-à-dire que si ça vous fait rire, vous allez progressivement intégrer de plus en plus de choses, de comportements qui sont problématiques, mais qui continueront à vous faire rire, donc qui ne sont à la fois pas problématiques. Donc la question des Tradwives, pour revenir plus directement à votre question, là aussi il y a tout un mécanisme un peu de perversion, dans la mesure où on évoque par exemple une vie, un retour à la tradition, à des bonnes recettes, des produits bio, la vie champêtre, etc. Et donc d'un discours qui essaie de nous éloigner de l'accélération de nos vies, hein, du numérique, du marché de l'emploi qui se complexifie pour beaucoup, mais dans le fond, on joue complètement le jeu, puisque les Tradwives reposent sur les fonctionnements et la monétisation des plateformes aussi, et donc il n'y a rien de traditionnel là-dedans. C'est tout cela bien ironique. Donc voilà. L'utilisation de la culture populaire par ces mouvements, ça sert à planter la graine qui permet ensuite de mener potentiellement à une certaine favorisation de discours plus extrémistes. On peut le voir comme ça, mais je dirais qu'il ne faudrait pas pour autant considérer que la culture populaire est responsable de ça. Les responsables sont des personnes qui vont instrumentaliser la culture populaire. Voyez-vous, ce qui est intéressant, par exemple, je reviens sur le discours Sigma, puisque c'est vraiment le discours que nous avons le plus étudié. Il y a une instrumentalisation assez intéressante du personnage de Patrick Bateman, qui est le personnage principal du livre American Psycho, mais également du film, en fait, American Psycho, qui, précisons-le, est une satire particulièrement virulente de cette figure toxique masculine de l'homme d'affaires des années 80, 90, de Wall Street, qui a un rapport très particulier à son corps, qui a ce besoin d'enrichissement, ce besoin de se sentir toujours au top de tout, mais qui est fondamentalement un tueur en série, hein, dans le film. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans l'instrumentalisation qui est faite de ce personnage à travers plusieurs gifs qui apparaissent à la fin de ces vidéos, j'évoquais tout à l'heure le cas du bouquet de fleurs, mais à la fin de cette petite vidéo, on va voir un gif de Patrick Bateman qui node, en fait, qui fait oui de la tête, qui rigole, et qui laisse croire aux consommateurs de la vidéo que c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais fondamentalement, ce personnage-là, c'est une énorme satire de cette figure toxique, en fait. Donc vous voyez, la culture populaire, elle est non seulement utilisée, mais dans une très grande proportion, elle est falsifiée aussi, en fait. Elle est complètement pervertie ou détournée de son objet primaire. Merci pour ces réflexions précieuses. Sur les réseaux sociaux, on constate effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la montée des Tradwives. Avec le temps, on voit aussi des vidéos apparaître de ces mêmes Tradwives-là qui se rendent compte que finalement, leur conjoint a été infidèle et qui décide de les quitter ou bien envisage de les quitter. Dans les vidéos, on constate qu'elles expliquent aux jeunes femmes qu'elles ne peuvent pas quitter la relation puisqu'elles dépendent entièrement, financièrement, de ces hommes-là. Elle incite grandement ces femmes-là à continuer les études et à acquérir des biens matériels pour les protéger. Dans les commentaires de ces publications en question, on constate deux mouvements. Des hommes qui accusent ces femmes-là d'un manquement ou bien même des hommes qui sont d'accord avec les actions du conjoint. Donc, que pensez-vous de cette réalité? Je pense que le cas que vous citez, les exemples que vous citez montrent bien à quel point les scénarios qui animent en fait ces idéologies-là sont ultra restrictifs, en fait, et extrêmement contraignants. Encore une fois, on est dans des rôles qui sont définis et de manière extrêmement restrictive, hein, sur un fondement qui repose sur, je l'évoquais tout à l'heure, des positions très biologisantes où chaque rôle est envisagé en fonction de ce qui est attribué à une position définie par la biologie.
Et donc, dans ce contexte-là, si on prend l'idée de fond du masculinisme et de l'antiféminisme, qui est une vision d'une société patriarcale, autrement dit gouvernée pour et par les hommes, c'est sûr que ces discours-là vont valoriser tous les scénarios qui vont permettre cette hégémonie masculine. D'accord ? Mais moi, je pense que derrière ces discours, si vous me permettez, j'aimerais aller peut-être vers un autre élément, parce qu'on discute autour de micros dans une jolie salle sonorisée. Puis la question, je pense, qui est importante, c'est mais fondamentalement, comment peut-on adhérer? Pourquoi adhère-t-on à ces discours-là? Et alors la question, elle est vaste. Je n'ai pas du tout la prétention d'en apporter une réponse exhaustive. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup de masculinisme, on parle beaucoup d'antiféminisme, à juste titre. Celui-ci augmente. On le voit, il y a des rapports qui sortent sur l'écart qui se creuse sur la question de l'antiféminisme, de la polarisation des genres entre les garçons et les filles, plus particulièrement chez les jeunes générations. Et donc, il y a quelque chose qui nous inquiète. On le voit aussi, par exemple, le groupe de recherche et d'intervention sociale, le GRI à Montréal, qui, je crois, tous les 2 ans, en fait, opère un sondage auprès des jeunes de niveau secondaire, leur pose la question sur leur degré de confort sur des questions, par exemple, de type tu apprends que ta meilleure amie est lesbienne ou tu apprends que ton meilleur ami est gay, en fait. Est-ce que tu te sens à l'aise, enfin très à l'aise, indifférent, pas à l'aise, pas du tout à l'aise? Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est que depuis ces dernières années, en fait, on a une augmentation du sentiment de malaise, en fait, des jeunes sur ces questions-là. C'est-à-dire que de plus en plus de jeunes se sentent de plus en plus mal à l'aise à l'idée que, par exemple, si on leur apprend que leur meilleur ami est gay, voilà. Donc, moi, ce qui me préoccupe là-dedans, c'est que je pense que ces discours-là sont plus le signal de quelque chose de beaucoup plus fondamental, en fait, qui est un malaise, par exemple, chez les jeunes garçons, dans le rapport qu'ils ont à leur masculinité, sur qu'est-ce que c'est que de devenir un homme, en fait, et en quoi les modèles auxquels ils ont été biberonnés ou abreuvés sont-ils encore opérants pour ces jeunes garçons dans leur rapport qu'ils ont à la masculinité et dans ce qui est attendu. Particulièrement, je pense, ce phénomène s'accélère depuis la Covid, dans la mesure où le monde a un peu de mal à retomber sur ses pattes depuis cet événement-là. Il y a quand même une série de guerres. Le marché de l'emploi évolue. En ce moment, il y a de très très grosses tensions avec le Moyen-Orient. Les prix fluctuent, le marché de l'emploi est déstabilisé, qui sont tout autant de repères qui sont pourtant extrêmement fondamentaux dans ce qui est attendu dans les modèles culturels des garçons. D'avoir un job stable, d'être pourvoyeur, de s'acheter sa maison, éventuellement d'avoir un beau char ou un char de sport, et puis d'être c'est ça, la figure du pourvoyeur. Mais il y a plein de jeunes garçons qui n'ont pas envie d'être pourvoyeurs. Déjà pour toutes sortes de raisons, mais aussi on est dans un contexte où il est de plus en plus difficile d'être pourvoyeur, d'avoir une stabilité que ça implique. Donc je pense que ces jeunes garçons-là ont beaucoup de questions, qui sont des questions existentielles que tout le monde se pose, et qui malheureusement, je pense, sont orientées. Alors, ils font des choix aussi, mais vers des discours qui sont extrêmement toxiques, mais qui offrent une forme de prêt-à-penser pour aborder une complexité qui, elle, est beaucoup plus grande que ce que ces discours offrent. Parce que non, les femmes ne sont pas des personnes qui aiment rester à la maison, faire la cuisine et travailler à leur service. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, je pense que ces discours-là sont très inquiétants. Il y a un phénomène de propagation aussi qui est facilité par les outils que nous utilisons également pour communiquer. Et là, on pourra y revenir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais qui évoque
je pense, une vulnérabilité de la part des garçons, mais chez les filles aussi. J'en parle moins, alors elles ne sont pas du tout absentes de notre réflexion, mais c'est que nous avons moins de données pour l'instant. Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de collecter des données sur les tradwives, l'idée de faire des entrevues aussi, mais la question se pose tout autant pour les filles, bien entendu. Je veux dire, dans les quelques discussions que j'ai pu avoir, tout cela n'a rien de scientifique, mais quand on entend des jeunes filles dire, mais moi, franchement, l'image, par exemple, alors c'est un stéréotype, hein, je veux dire, mais d'exercer une fonction, un métier ultra valorisé, je sais pas moi, médecin, avocate, etc. Et puis de devoir revenir au travail 3 jours après avoir accouché, et puis parce que voilà, sinon c'est mal vu dans ma boîte, ou etc. C'est sûr que ça repousse beaucoup de jeunes personnes, parce que, ma foi, il y a d'autres manières de vivre sa vie aussi. Merci beaucoup. Dans l'une de vos recherches, vous vous intéressez au rôle des plateformes numériques, notamment TikTok, pour la propagation de ces idéologies qu'on a nommées. On pense donc effectivement notamment à la diffusion de certains contenus ou certains discours qui portent sur le statut de la femme et l'homme dans la société, et plus particulièrement les caractéristiques qui sont très stéréotypées. Donc, comme on l'a dit, on voit apparaître des discours qui sont de plus en plus sexistes, victimaires, et qui invitent à adopter certains comportements qui peuvent être dangereux. Aujourd'hui, on a des influenceurs web comme Andrew Tate qui jouent également un rôle important et qui accentuent justement cette tendance. Dans les sondages aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on sait qu'ils sont très populaires, chez les adolescents notamment. À travers ces recherches que vous avez effectuées, comment identifiez-vous les mécanismes sur les plateformes numériques qui facilitent la communication et surtout la circulation de ces discours? C'est une excellente question. Alors, peut-être en préambule, de réaliser, de prendre acte du fait que la manière dont on s'informe passe de plus en plus, je dirais quasi presque exclusivement par les médias sociaux, du moins le point d'entrée. Certes, on va continuer à consulter des journaux, des quotidiens, mais le point d'entrée, dis-je bien, c'est vraiment principalement les médias sociaux. Et en particulier des plateformes qui fonctionnent sur le modèle des vidéos. Donc par exemple les shorts chez YouTube, les Reels sur Instagram, les TikTok sur la plateforme du même nom. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que tout cela implique de tenir compte de la politique de ces plateformes-là. Et là, il y a un élément qui est très important en fait, c'est que la très très grande majorité du discours public circule sur des vecteurs privés. Je vous donne une image. Vous vous promenez en centre-ville, nous sommes à Montréal, là, qui ne manque pas de grands centres commerciaux, je ne vais pas donner de nom, mais quand vous passez du trottoir à l'intérieur de ce centre commercial, vous n'avez pas du tout l'impression d'entrer dans un espace qui pourtant est privé, parce que vous y circulez librement. Or, en fait, cet espace commercial est un lieu privé. Ça veut dire que les propriétaires de cet espace pourraient décider d'un code vestimentaire où les hommes devraient porter une cravate pour rester sur les gros stéréotypes et les femmes des robes, par exemple. Et si vous ne correspondez pas à ce code, alors vous n'auriez pas accès à ce centre. Donc là, on se rend compte déjà qu'il y a une frontière. Les réseaux sociaux, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'eux fonctionnent non pas sur la base d'un intérêt public, mais d'un intérêt privé, d'un intérêt commercial essentiellement. Et donc l'information, les contenus, n'ont pas toute la même valeur pour ces plateformes. Et un contenu qui a de la valeur est un contenu qui fait réagir, c'est-à-dire qui obtient des likes, des commentaires, des partages, etc., qui fait réagir fondamentalement. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce qui fait réagir est ce qui provoque de l'émotion. Donc tout type d'informations qui viennent, je dirais, un peu polluer l'univers informationnel, qui touchent à la désinformation, qui touchent à des discours extrémistes, qui touchent à des discours qui sont essentiellement des discours qui viennent provoquer. Et donc c'est une raison pour laquelle ces discours-là sont particulièrement visibles en fait sur ces plateformes-là, parce qu'ils génèrent beaucoup
de revenus pour les plateformes, des gains, mais également pour celles et ceux qui les portent. Parce que, puisque le modèle commercial de ces plateformes valorise ces discours-là, alors toute personne qui va les porter va obtenir une certaine visibilité, donc une certaine popularité. Et c'est donc un élément qui est très important, qui est assez peu connu des usagers, des utilisateurs. Ça veut dire très concrètement que, par exemple, je suis un jeune garçon qui décide qu'il est temps peut-être de travailler sa tablette de chocolat et ses abdos. Et donc, compte tenu du fait que nous, très majoritairement, nous utilisons ces plateformes également comme moteur de recherche, ben, on va taper voilà, comment travailler ses abdos, etc. et tout, qu'on utilise comme moteur de recherche, en plus ces plateformes, et qui vont nous amener à des contenus qui, précisément, sont des contenus qui sont particulièrement, qui suscitent beaucoup d'émotions. Et donc, là aussi, il y a un élément qui est important, c'est qu'on n'est pas du tout dans un rapport de vérité par rapport à l'information, on est dans un rapport qui touche plus à l'émotion, qui touche plus aux préférences, qui touche plus aux croyances, aux idéologies. Et là, il y a un enjeu très, très important sur la désinformation. Par exemple, un élément, une pratique que l'on étudie un peu dans notre équipe de recherche est celle du looksmaxing. Le looksmaxing est, pour le dire en français, est une optimisation de l'apparence de soi, dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas propre qu'aux garçons, hein, puisque les filles sont dans une certaine mesure aussi touchées par ça, avec les influenceuses, maquillage, etc. et tout. Mais le looksmaxing, en fait, laisse croire aux garçons qui s'estiment peu chanceux ou ayant peu de succès sur le marché des relations sexuelles ou intimes, en fait, leur laisse croire qu'en améliorant leur apparence et en suivant les préceptes des influenceurs de looksmaxing, ils vont parvenir à augmenter leur valeur sur le marché. Et donc, en quoi consistent ces pratiques? Alors, il y a des pratiques très soft qui disent il faut manger, consommer tel produit. N'oubliez pas, moi j'en vends, achetez mes produits, vous allez avoir une meilleure apparence. Jusqu'à des pratiques beaucoup plus inquiétantes qui sont vraiment une forme d'automutilation en utilisant carrément des marteaux pour se refaire, se frapper les os en fait pour développer ce qu'on appelle une jawline en anglais ou ce qu'on appelle hunter eyes en fait, qui est une symétrie dans les yeux, une apparence des yeux qui, soi-disant, là je reviens à des enjeux essentialistes et biologisants, font croire aux garçons que il sera beaucoup plus séduisant. Donc là, il y a un enjeu qui est particulier, en fait. C'est que si vous êtes inondé par ces vidéos qui, de manière à l'unité, peuvent vous sembler toutes plus peut-être stupides les unes que les autres, mais si c'est ça votre univers, sans pour autant prétendre que les gens vont y croire, mais on peut quand même raisonnablement poser l'hypothèse que ça va influencer votre manière de vous comporter et de travailler sur votre apparence, voyez. Vous avez mentionné que les plateformes sont des espaces privés qui relèvent de particuliers qui vont favoriser ou accepter la propagation de ce genre de contenu-là sur leur plateforme. Mais quelle est leur responsabilité à non seulement ces influenceurs-là, les plateformes multiples qu'on a tous en tête, sur la responsabilité d'actes haineux envers, par exemple, les femmes ou, à l'inverse, potentiellement envers des hommes? Parce qu'au Canada, comme vous le savez, on avait le projet de loi C-18 qui est devenu la loi sur les nouvelles en ligne, qui portait plus sur la rémunération, évidemment, des médias traditionnels, mais qui était un premier pas vers encadrer au niveau national sur le sol canadien l'information qui circule sur ces plateformes-là. Puis on parle aussi, c'était un temps, beaucoup de souveraineté numérique. Oui. Alors, la relation qu'entretiennent les plateformes avec les influenceurs, c'est une relation d'instrumentalisation mutuelle, hein, parce que, je veux dire, ces influenceurs vont produire des contenus qui vont générer, selon le principe de la monétisation, des revenus qui sont importants. Et donc, d'ailleurs, sans vouloir faire de publicité, mais on le voit très bien dans le dernier documentaire Inside the Manosphere de Louis Theroux, en fait, sur une grande plateforme que vous connaissez toutes et tous, qui
met très bien de l'avant ce mécanisme. Le documentaire est questionnable à certains autres égards, mais sur de voir à quel point la dimension de la monétisation vient accélérer en fait ce phénomène-là. Donc là, vous avez tout à fait raison. Maintenant, c'est pas parce que la haine est interdite en ligne qu'elle ne circule pas. Et justement, je reviens à cette notion de pop culture. Nous, ce qui nous a frappé avec François dans l'analyse des TikTok, c'est ceux qui évoquaient justement cette dimension de la haine. Alors, il y a une manière très subtile de la présenter. J'évoquais le film de American Psycho, qui ne manque pas de séquences de haine à l'égard des femmes. Et ce qu'on voit, c'est que ce film est instrumentalisé où on découpe des séquences, puis on les présente comme des TikTok. Sauf que tout cela passe sous le radar de la réglementation et de la modération. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme des produits de fiction, où on voit une haine très explicite en fait du personnage central, Patrick Bateman, à l'égard notamment à un moment donné d'une barmaid où il l'insulte, etc., etc. Et là, quand vous regardez cette séquence, en fait, qui est complètement sortie de son contexte du film, qui est encore une fois une grande satire de ces questions-là, eh ben, ça ne vous laisse pas indifférent. Mais comme c'est une séquence d'un film, vous direz « Ah, mais c'est de l'humour ». C'est pour rire. Mais vous voyez, on revient à des choses qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, sur les enjeux de régulation, il y a des possibilités. Parce qu'il ne faut pas toujours faire reposer le poids de tout ça sur les individus. Je pense que l'État a un rôle, le gouvernement a un rôle. Et l'idée, en fait, au même titre, par exemple, qu'on a... Santé Canada, qui va s'assurer, par exemple, que les produits que nous consommons sur le territoire canadien sont au moins comestibles, du moins dans certaines doses pour certains, on va dire, mais de manière générale correspondent à des normes de santé publique. Au même titre, en fait, on pourrait songer à un projet de Numérique Canada ou Digital Canada, peut-être c'est plus intéressant en anglais, je ne sais pas, mais qui aurait pour objectif, au même titre que Santé Canada, d'auditer en fait ces outils-là. On ne va pas se le cacher, tout comme Coca-Cola ne donnera jamais sa formule. Je veux dire, ces plateformes-là ne donneront jamais leur formule algorithmique. Cela étant, nous avons les capacités de les auditer et de voir comment ces algorithmes fonctionnent. Et nous savons, puisque Meta a déjà été condamné à cet égard-là, que certains algorithmes sont particulièrement problématiques dans les dépendances qu'ils créent à ceux qui utilisent ces outils. Donc là, il y a une décision politique. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça collectivement ou pas ? Et là, il y a des enjeux, là, il y a des possibilités en fait de traiter ça. Ça veut dire que dès le moment où la plateforme ne correspond pas à ces canons en fait et ces normes de fonctionnement, elle n'a plus le droit en fait d'exercer. Où elle paye des amendes énormes. Et en ce sens-là, le droit européen est beaucoup plus développé sur ces questions. Alors, vous me direz, si on pousse la chose plus loin, ça pose des enjeux après peut-être diplomatiques et géopolitiques, hein, dans la mesure où... Quand on sait que si Meta ou Google se font condamner, on observe de manière très étrange une augmentation des tarifs douaniers par la suite, on comprend bien que la situation est complexe. Hein. Mais on n'est pas sans solution, en fait. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, on a une vision très dystopique, souvent, du numérique, hein, un peu à la série Black Mirror, où nous sommes... condamnés, en fait, et nous devenons les simples produits de la technologie. Non, ça, c'est une fiction, en fait. Nous avons des capacités d'intervention. Vous avez mentionné que le droit européen est plus développé au niveau de l'encadrement de ce qui circule sur les plateformes. Cependant, il y a eu quelques critiques à l'égard de différents projets de loi qui ont été proposés, notamment sur la mise en place, à ma connaissance, d'une intelligence artificielle pour surveiller les conversations qui sont discutées, notamment sur WhatsApp. Que pensez-vous de la possibilité de ces dérives-là? Comment ça pourrait aider ou nuire à l'encadrement des mouvements, par exemple, masculinistes?
Alors, moi, je pense que ce qu'on peut comprendre de l'utilisation de l'IA, c'est que celle-ci repose sur des données qui l'alimentent. Je suis pas au courant de cette nouvelle-là, donc ça m'est difficile d'y répondre. Mais tout va finalement reposer sur la manière dont on va entraîner cette IA, en fait, parce qu'on le sait que c'est ce qui est un peu déterminant. Alors, il y a un enjeu aussi de protection des données personnelles. Je ne sais pas, est-ce que, comme citoyen, on va être soumis à cette surveillance-là de l'IA ou auquel non, en fait? Est-ce qu'il y a des mots qui vont déclencher cette IA-là? Et on le sait très bien. On l'a observé dans notre étude de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens passent par d'autres mots. D'autres suites de lettres, en fait, qui signifient la même idée et qui n'empêchent pas les gens, de toute façon, de faire circuler des contenus qui sont inacceptables. Fatima a abordé la question de l'impact d'influenceurs comme Andrew Tate. On voit que ces influenceurs, en raison des communautés transnationales qui se développent via les différents réseaux sociaux, que ça a des impacts dans différents pays. Notamment, on peut penser au développement du mouvement incel, notamment au Japon, notamment avec l'attaque Joker en 2021 dans un wagon de métro à Tokyo. Comment vous pensez que les influenceurs peuvent être à la tête d'actions qui sont, comme vous l'avez mentionné, des terroristes au niveau du droit français pour l'instant, mais qui ne sont pas dans d'autres droits nationaux? Comment répondre à ça? C'est une question qui est extrêmement complexe parce que en termes, comment est-ce que je pourrais formuler ça, mais je ne suis pas un expert en juriste, mais de ce que je comprends, c'est que pour pouvoir faire condamner un influenceur, au-delà, je veux dire, du discours de haine qu'il peut maintenir, mais les influenceurs, c'est des gens très malins, ils savent très bien qu'ils jouent un peu sur ces lignes-là et ils sont conscients du droit, mais de là à faire condamner un influenceur parce qu'il aurait été la cause principale du passage à l'acte d'une autre personne, là, on est dans quelque chose qui est très, très difficile à établir au-delà de tout doute raisonnable. Cela étant, je pense que la question de l'influence, il faut la poser à l'envers, en fait. C'est-à-dire, par quels moyens les gens sont-ils chauffés à blanc, si vous me permettez cette expression, au point tel qu'ils sont susceptibles de passer à l'acte? Probablement que les influenceurs ont une responsabilité là-dedans. Mais je reviens aussi au fonctionnement des plateformes, en l'occurrence TikTok. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les moyens de propagation, en fait, de ces discours-là, et qui passent énormément, je vous le disais, à travers des formats vidéo, ou ce qu'on appelle plus généralement des mèmes, en fait. Donc les mèmes, ou les memes en anglais, pour le définir très rapidement, sont à la culture ce que le gène est à une espèce, c'est-à-dire un moyen de transmission, là. Grosso modo, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais au moins on sait de quoi on parle. Et donc, pensons à nos utilisations, par exemple, de TikTok. TikTok est une plateforme qui fonctionne essentiellement à travers le défi, les challenges, en fait. Donc, il y a des challenges tout à fait intéressants, des challenges qui nous font rire, mais des challenges beaucoup moins glorieux aussi. Il y a 2 ans, je crois, en Europe, en France, mais ceci est arrivé dans nos cours d'école au Québec, il y avait ce qu'on appelait sur TikTok le défi de la virgule. La virgule étant l'idée par laquelle, en fait, il fallait donner une grande claque derrière la tête à son camarade, tout en se filmant, en fait. Et dès le moment où le camarade tombait à terre, immédiatement, en fait, vous aviez remporté le défi de la virgule. Et donc, c'était une forme, vous voyez, il y a plusieurs dynamiques là-dedans. Il y a déjà la violence, mais il y a aussi l'enjeu de la plateforme qui vous permet de gagner en popularité en disant wow, il y est arrivé, c'est incroyable. Donc, il y a un enjeu de santé publique qui est énorme. Et donc, l'idée, c'est l'appel à la réplication de ces mèmes sur ces plateformes-là, mais qui sont adaptés à des contextes locaux.
Donc, nous, ce qui nous a vraiment surpris au début, par exemple, avec Sigma, c'est qu'on n'a pas vraiment pu identifier de réels influenceurs individuels. Tout comme à l'époque, quand on parlait de QAnon, ce discours complotiste, conspirationniste qui circulait, là, qui nous faisait croire toutes sortes de choses et que nous étions toutes et tous manipulés, il était très difficile, en fait, d'identifier des influenceurs. Cela étant, ce discours circulait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le public le relaie et il rajoute sa sauce à chaque fois qu'il relaie. Donc, il y a l'idée du mix, du remix, en fait, des mèmes qui sont adaptés, mais qui circulent et qui alimentent le discours général. Donc, vous, si je reviens à la question que je posais tout à l'heure en disant, mais par quels moyens les gens sont-ils chauffés à blanc au point tel de passer à l'action ? C'est parce qu'ils sont inondés de ces informations à un moment donné. Et qu'à un moment, certaines personnes se disent, c'en est trop, j'en peux plus, il y en a marre, on se fiche de nous. Et quand on analyse, en fait, après coup, par exemple, les disques durs, quand on retrace l'historique du passage à l'acte de certaines personnes qui ont commis justement des tueries, on se rend compte que cette mécanique est très, très, très présente et qu'ils s'abreuvaient à des sources qui étaient très problématiques. Un autre élément aussi qui est important, c'est que souvent, on va injecter des termes nouveaux dans l'espace public. Vous dites, tiens, c'est quoi ce terme-là ? Bon, on retourne sur nos outils de recherche, et là, on va tomber sur du contenu. Mais c'est souvent du contenu qui a été fabriqué précisément par des mouvements militants ou par des mouvements problématiques. Ça, on a pu l'observer quand on travaillait sur l'extrême droite. Sur, par exemple, la notion de ce qu'on appelle de white genocide ou de black on white crime aux États-Unis. Et donc, vous vous dites, bah tiens, c'est bizarre, j'avais jamais pensé à ces termes-là dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sur YouTube, TikTok, Black on White Crime. Puis là, vous allez tomber sur du contenu qui est fondamentalement de la désinformation à l'effet que la criminalité afro-descendante à l'égard des Blancs est beaucoup plus importante que le contraire. Et donc, vous allez être alimenté par des contenus qui sont de la désinformation, mais vous, si vous posez la question, c'est que vous ne le savez pas. Donc vous dites, bah ok, ça a l'air populaire, il y a plein de commentaires, donc ça doit être vrai. Mais voyez l'influence que ça peut avoir sur vous, sur les contacts que vous allez avoir, sur votre lecture de l'environnement, en fait. Donc voilà, c'est des miettes qui, mises ensemble, en fait, à un moment donné, peuvent avoir un impact tel que les gens basculent, en fait, parce qu'ils finissent par y croire fondamentalement, en fait. Donc, les plateformes ont un rôle décisif là-dedans. Après avoir discuté des mouvements d'extrémisme masculiniste, puis vous avez mentionné la désinformation et potentiellement le rôle de l'intelligence artificielle, quelles sont vos recommandations pour des démarches pour endiguer ces phénomènes de polarisation basés sur le genre en tant que définition traditionnelle? Mm-hmm. Ah, mais ça va être d'une platitude, ce que je vais dire. Moi, je pense que l'enjeu qui est fondamental, en fait, c'est le dialogue. C'est la conversation, c'est de discuter, en fait. L'autre jour encore, j'étais dans une classe secondaire. J'ai été invité par... j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, une élève, en fait, qui m'a écrit en disant, écoutez, voilà, dans la classe, on se pose beaucoup de questions sur le masculinisme. On a vu que vous travaillez là-dessus. Accepteriez-vous de venir ? Bah oui, évidemment, je trouve ça génial comme initiative. Et en fait, je me suis rendu compte que dès lors que on commence à discuter, à parler de vulnérabilité, en fait, de dire, mais le masculinisme, si c'est une réponse pour certains, c'est une réponse à quoi, en fait ? Quel est l'enjeu là derrière ? Et ce dont on s'est rendu compte collectivement, c'est que ça touchait à des vulnérabilités qui sont difficiles d'exprimer en public pour des femmes, pour des hommes, en fait, de se rendre compte qu'on ne correspond pas à des modèles qui sont très valorisés, en fait, dans la société. Et ça peut plonger dans des questionnements existentiels en disant, mais moi, si je ne suis pas comme ça, je suis qui ? Et on sait qu'à certains âges, c'est difficile d'être en dehors de la mêlée aussi. Donc, ce qui s'est produit durant cette séance-là, c'était génial. C'est que, par exemple, des filles réalisaient que les gars peuvent être vulnérables aussi, puis que ça vaut la peine des fois d'en parler.
et que des fois, les gars se comportaient voilà, de manière mal, en fait, et que ça valait la peine qu'eux comprennent aussi que leurs actions ont des conséquences immédiates, au-delà de leur socialisation entre eux, en fait. À dire, ouais, moi j'ai fait ça, c'est génial, regarde, t'es le GOAT, en fait. Ben non, ça marche pas. Et donc, d'entamer une discussion, d'entamer un dialogue, en fait, sur ces questions-là, on s'est rendu compte que, bon, bah voilà, ça permet de se décentraliser, de se décentrer de sa petite personne aussi, et de comprendre un peu le point de vue de l'autre. Je pense que ça va dans les deux sens. Un jeune garçon exprimait justement l'idée de la misandrie en disant nous, on a l'impression que les filles, elles nous aiment pas, en fait, on le voit. Bon, moi, j'étais pas là pour en juger, mais à un moment donné, une demoiselle a dit ouais, mais vous vous attendez à quoi, à la manière dont vous vous comportez? Donc, bon, là, il y a eu un début de discussion qui était super intéressant. Puis les gars disent ouais, mais enfin, l'œuf ou la poule, là, on ne sait jamais, mais d'ouvrir le dialogue, surtout, d'ouvrir le dialogue. Je pense que ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, c'est aussi de comprendre comment fonctionnent les outils qu'on utilise pour s'informer. Que s'il y a une leçon à retenir, je pense, de ça, c'est que les réponses que l'on reçoit de ces outils-là n'ont aucun rapport à la vérité. Et que c'est très important. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va critiquer de manière stupide les médias sociaux et tout. Je pense qu'il y a de très bonnes choses à faire. Puis ils sont là, de toute façon, ils ne disparaîtront plus. Mais je crois que c'est très important de savoir trianguler aussi l'information et de confirmer les réponses que vous obtenez sur les réseaux sociaux sur des questions aussi sensibles et existentielles. Ouais. Donc, globalement, prendre les éléments avec des pincettes. Oui. Très intéressant. Oui. Et encore une fois, les médias sociaux, c'est une porte d'entrée magique. C'est génial. Moi, je les utilise aussi. Puis, ils sont là. Mais il ne faut pas leur accorder autant de valeur dès la première consultation, en fait. Merci d'avoir été avec nous. Ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir au Monde en question, qui est le podcast de l'Observatoire des droits de la personne, financé également par la chaire Roméo Dallaire. Mon nom est Anne Guérin-Lévesque, étudiante à la maîtrise en affaires publiques et internationales. Mon nom est Fatima Essara El Abda. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.